Donc, On est Céline, bon. je vous laisse démarrer. Bonjour et bienvenue à ce webinaire qui sera co-animé par Loïc Douillère de Florent Montionne et moi-même qui reprendrai la parole à la fin pour vous présenter un petit peu différents outils. Nous allons vous parler aujourd'hui du recrutement des commerciaux et à savoir comment identifier les meilleurs profils. Donc, je vais laisser. Alors, est-ce que tout le monde nous entend? On Alors, va partir on va partir du principe. mais oui, voilà, on a des réponses. Donc, je laisse la parole à mon collègue Loïc, voilà, qui va vous présenter comment recruter des vendeurs qui vendent. Et oui, parce qu'il vaut mieux recruter des vendeurs qui vendent, hein, parce que des vendeurs tout court, c'est facile, mais dès qu'ils vendent, c'est plus compliqué. Bonjour à tous, merci de votre présence et de vos réponses. Oui, on nous entend, donc c'est parfait, on est ravis de tous vous avoir. Donc moi, je suis Loïc Douillère, co-gérant du Florent Monson Institute, cabinet de conseil en ressources humaines. Nous avons écrit plusieurs livres, dont le livre Comment recruter des vendeurs qui vendent. À la fin du webinaire, on vous enverra les supports il y aura le lien vers le livre numérique qui vous sera offert. Donc, je suis ravi de vous l'offrir. Comment recruter les vendeurs qui vendent? La problématique pour nous, c'est qu'on se rend compte que le recrutement des commerciaux fait appel à trois paradoxes. Le premier paradoxe, c'est le paradoxe de l'image. Malgré des décennies de commerciaux œuvrants et parfois bienveillants, pas tous, mais souvent bienveillants, et surtout quand on est dans une vente en B2B, on a encore l'image dans le grand public du vendeur en porte-à-porte, d'aspirateur, d'encyclopédie ou d'éoliennes ou que sais-je. Et malheureusement, le métier de commercial est toujours mal vu par le grand public. Résultat, on ne forme que peu, en France en tout cas, de commerciaux. Hein. Là, j'en veux pour preuve que les écoles de commerce s'appellent plus des écoles de commerce, ça s'appelle des business schools aujourd'hui. Vous voyez que le commerce n'est pas très très bien vu dans notre pays. Donc ça, c'est le premier paradoxe. Et pourtant, tout le monde sait que les commerciaux gagnent bien leur vie, et c'est plutôt vrai. Moi, j'ai du mal à m'expliquer que les entreprises aient du mal à recruter des commerciaux, que ce soit un métier plutôt intéressant parce que on voit des gens différents, on évolue dans des milieux différents et on gagne correctement sa vie. Et malgré ce, les entreprises se plaignent de ne pas en trouver. Le deuxième paradoxe, c'est le paradoxe du chômage. Bon, c'est pas à vous que je vais apprendre qu'il y a à peu près 3 millions de chômeurs, même si effectivement, en ce moment, on est plutôt sur une phase ascendante. Alors certains prédisent que ça va s'inverser. C'est plus l'inversion de la courbe du chômage, mais bon, on voit qu'il y a encore un volume de chômeurs en France important. Et malgré ce, les entreprises, les mêmes qui ont du mal à recruter des commerciaux, elles se plaignent de ne pas trouver de commerciaux. Et aujourd'hui, les DCF, les dirigeants commerciaux de France, une association dont je fais partie au niveau national, dit qu'en moyenne, par an, il manque entre 100 et 200 000 postes de commerciaux qui ne sont non pourvus par les entreprises. Donc, il y a bien un paradoxe de ce chômage important et de ces commerciaux qu'on n'arrive pas à trouver. Et puis, le troisième paradoxe que l'on voit sur le recrutement des commerciaux, c'est le paradoxe de la mobilité. On s'est aperçu, alors moi, j'habite à Montpellier, je vous fais cette webconférence et ça, c'est génial, depuis Montpellier. Et je sais qu'il y a des gens un petit peu partout en France et même dans le monde, hein, puisqu'on a des gens du Maghreb, j'ai vu des gens qui étaient de l'autre côté. Qui m'avait écrit en avance, et je vous remercie tous d'être présents. Le paradoxe de la mobilité, il est parfois plus facile de recruter un commercial de Nantes pour le faire venir à Montpellier que de recruter un Nîmois qui est à 50 km pour aller le faire venir à travailler à Montpellier. Bon, alors voilà, c'est un paradoxe. La mobilité en France est pas toujours évidente à faire. C'est vrai qu'on n'a pas une facilité de déménagement. On est tous très attachés à nos territoires. Moi, le premier, hein, et je l'avoue. Mais c'est vrai que si je me place du point de vue de l'entreprise, on se retrouve avec une vraie difficulté à recruter face à ces trois paradoxes. Alors, on a essayé dans notre livre, hein, je vous résume ça parce que j'ai une petite vingtaine de minutes pour parler de tout ça et d'échanger. On vous laissera nous poser des questions. N'hésitez pas à les poser dans le chat, hein, bien évidemment, et on y répondra à la fin. On a Centrates qui fait la modération. On a essayé dans notre livre de donner 5 explications. La première explication qui fait qu'on a du mal à recruter des commerciaux en France, des vendeurs qui vendent, c'est que les employeurs, la plupart du temps, recherchent des clones. Ça a bien marché avec Dupont, donc quand on vient voir un cabinet de recrutement ou quand on cherche soi-même à recruter, on reprend le même et on se dit il faut recruter un Dupont bis.
Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution parce que c'est comme ça qu'on retrouve des entreprises. Moi, j'ai des clients qui m'appellent et qui me disent ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans qu'on cherche un commercial parce que Janine est partie. Janine était super, mais quand elle est partie, bah, il faut nous trouver une Janine. Le problème, c'est que moi, ni personne ne sait faire du clonage. À ma connaissance, hein, en tout cas d'être humain. Et je ne suis pas sûr que recruter un clone, ce soit une bonne chose. Même si la recette paraît facile, simple et confortable pour un manager, hein, parce qu'effectivement, le changement, c'est toujours compliqué. C'est toujours une vraie bouffée d'air frais que de recruter quelqu'un de nouveau. Donc, arrêtons de dire, bah, on a un profil type de commercial, on va toujours recruter cela. On a trouvé l'école bidule qui fait des commerciaux comme on les veut, et ben on ne recrute que dans l'école bidule. C'est comme ça qu'on souvent dans les anciens, les directeurs commerciaux ont tendance à recruter des gens qui viennent de leur même école. Oui, mais on a les mêmes recettes en fait. Et au bout d'un moment, quand on a un mur qui arrive commercial, quand on a des nouvelles demandes clients, ben, on a du mal à les surmonter et on tourne un peu en rond entre nous parce qu'on a les mêmes méthodes, les mêmes recettes. C'est bien d'avoir des gens qui nous amènent des recettes différentes, d'avoir de la diversité dans tous les sens du terme. Donc, arrêtons de rechercher des clones, arrêtons de nous demander tout le temps des profils types, le même, il a toujours fait ça, donc je veux ça. La deuxième explication, c'est que pour nous, il n'existe pas de profil type de vendeur, car il existe différents types de ventes. J'enfonce des portes ouvertes quand je dis ça, mais encore aujourd'hui, moi, on me dit, trouvez-moi un super vendeur, vous savez, le vendeur qui sait tout vendre. De toute façon, si on est vendeur, on sait tout vendre, etc. Je sais pas. Je sais pas s'il y a un type de vente et s'il y a un vendeur Nord qui sait tout vendre, etc. J'y crois pas trop à ça. Pourquoi? Parce que je suis convaincu qu'il y a différents types de ventes et que, fonction des types de vente, on va trouver des profils très différents. Je m'explique. Si on a à vendre un produit, un service, c'est pas le même type de vendeur. Si on a à vendre un produit, un service à un particulier ou à un professionnel, ce n'est pas la même chose et ce n'est pas le même type de vente. Si on doit vendre un produit ou un service à un professionnel, revendeur ou utilisateur, distributeur ou utilisateur, ça n'a pas grand-chose à voir. Un distributeur, il veut pas de SAV, il veut de la marge. Un utilisateur, il veut que ça fonctionne. Donc, le vendeur doit s'adapter à ça. Il y en a certains qui sont capables de le faire, mais on n'est pas tous capables. Est-ce que c'est de la vente ponctuelle ou répétitive? Est-ce que c'est de la prospection? Donc, est-ce qu'on va sur le terrain ou est-ce qu'on est en vente en magasin? Ça n'a rien à voir. Et donc, en fonction de ça, il faut qu'on adapte. Le vendeur qui sait tout vendre, moi, j'y crois pas. Je ne dis pas qu'on n'est pas capable de passer d'une vente à l'autre, mais ça nécessite d'y réfléchir. Et quel type de profil va correspondre à quel type de vente? Qu'est-ce qu'on attend de tel ou tel vendeur? Donc ça, c'est la deuxième explication. La troisième explication, c'est que le nouveau vendeur a de nouvelles exigences légitimes. C'est vrai qu'encore beaucoup d'entreprises nous disent, pour les outils, bon, évidemment, on lui donne un téléphone, pas le dernier modèle. Pourquoi pas le dernier modèle? Pourquoi pas le dernier smartphone? L'intérêt, c'est que votre commercial, il aille vite, bien, qu'il soit efficace. Et est-ce que finalement, payer 1 000 € un Apple, un smartphone Apple, est-ce que c'est important beaucoup ou est-ce que c'est plus handicapant et de lui fournir un je ne sais quel téléphone de deuxième main qui va pédaler, qui va lui faire perdre du temps, qui n'a pas les dernières applications? C'est peut-être dommage. C'est peut-être dommage parce que dites-vous bien que si vous ne le faites pas, vos concurrents le font. Et aujourd'hui, le candidat, il a le choix. Hein. Aujourd'hui, il a le choix. Vous avez tous senti qu'il y a une certaine forme de reprise, qu'on est dans une notion de pénurie dans certains profils, dans certains métiers commerciaux, pas tous, mais dans certains métiers commerciaux, on a une vraie difficulté à recruter pour les deux premières explications, mais aussi pour celle-là, parce que le candidat aujourd'hui, avec Internet, il voit toutes les offres disponibles et il voit l'entreprise qui propose le téléphone portable dernier cri, la voiture sympa, le GPS, la clim, les bases de données dernier modèle et qui permettent d'aller vite et de suivre vraiment ses clients, les outils commerciaux, le site Internet qui va bien, les plaquettes, etc. etc. Bah, si vous n'êtes pas à niveau, à minima à niveau, bah, vous êtes en concurrence et le candidat, bah, il n'est pas fou, hein, il va aller voir chez le copain, chez le concurrent pour ça. Donc ça, c'est la partie outils, mais il y a aussi les conditions de travail. Je crois que le monde a évolué, qu'on ne peut plus faire cas du fait que la vie pro, la vie perso doit avoir un bon équilibre. Tout le monde est convaincu de ça aujourd'hui, sauf que moi, j'ai encore beaucoup d'employeurs qui me disent
Bon, bah, mon commercial, si il a une zone qui va de Lille à Biarritz, bah, il part le dimanche soir pour être le lundi matin au rendez-vous à Lille. Je crois que ce temps-là est terminé. Il faut juste le comprendre. Et les commerciaux prennent des congés. On doit prendre en compte leur rendez-vous. On doit gérer leur évolution. Et oui, il y a quelqu'un qui réagit sur le fait que l'évolution assure la fidélité. Bien sûr qu'il va falloir faire évoluer. Alors, faire évoluer, c'est pas forcément faire évoluer vers le haut, parce qu'un bon commercial n'est pas forcément un bon chef des ventes, hein, ça on le sait tous, mais les commerciaux ont des fois du mal à l'entendre. C'est le travail du manager, c'est le travail des RH que d'expliquer à un collaborateur que la montée verticale n'est pas naturelle. Peut-être que lui, c'est peut-être un super expert et qu'il peut apporter autre chose, travailler sur des comptes différents, passer de commercial terrain à key account manager, gérer des comptes clés, etc., etc. Ce sont des évolutions. Il y a aussi l'évolution, pas forcément en rémunération, un petit peu, hein, parce que la rémunération c'est important, surtout si ce sont des commerciaux, mais malgré tout, il y a aussi la reconnaissance du travail qu'ils ont effectué, leur expertise, etc. Donc tout ça, pour nous, c'est devenu légitime que les vendeurs et les commerciaux le demandent. Sauf qu'on a encore beaucoup d'entreprises qui n'ont pas tout à fait intégré ces notions-là, et notamment la notion, et j'attire votre attention pour les RH qui nous écoutent ou les managers commerciaux, attention, vous êtes en concurrence aujourd'hui, les uns envers les autres. Et donc, si votre confrère concurrent direct offre un super véhicule, de super conditions, posez-vous la question. Est-ce que je dois m'aligner? Qu'est-ce que j'apporte de plus que les autres pour vraiment donner l'envie à mes collaborateurs commerciaux de venir chez moi et de le rester? La quatrième explication, et ça c'est très clair pour ceux qui sont dans le sport et qui sont sportifs et qui s'intéressent par exemple au foot. On a eu 98, on aura eu 2018, super. Deux Coupes du Monde pour la France, champion du monde. Je ne suis pas footeux plus que ça, mais bon, c'est les événements qui parlent et qui parlent à tous. Si l'équipe de France gagne ces 2 Coupes du Monde, c'est pas parce qu'on a les meilleurs joueurs. C'est parce qu'on a une équipe. Et il faut qu'on ait les meilleurs joueurs, mais il faut qu'ils soient dans un collectif. Autant vous dire que la performance d'un vendeur ne dépend pas uniquement de ses seules compétences. On a fait une petite formule. Je ne vous tire pas la langue à la Einstein, mais c'est une petite référence pour nous, ça nous amuse. P égale CM3, P étant la performance d'un collaborateur. Il faut qu'il soit bon, votre collaborateur. Mais pour qu'il soit bon, il va falloir qu'il ait des compétences, de très bonnes compétences. Si je prends Zidane et autres, Mbappé, il faut qu'il soit très compétent. Et on prend les meilleurs dans l'équipe de France. Soyez sûrs de recruter les meilleurs en termes de compétences. Mais pour qu'il ait envie d'activer ses compétences de la meilleure manière, il faut qu'il soit motivé. Et il va falloir qu'il soit motivé lui-même, mais également et surtout par son management. Donc, ça dépend beaucoup des managers et que vous lui donnez les moyens. Moi, de croire qu'on va recruter le Zidane du concurrent, le commercial, et souvent les managers poussent à ça. Ils disent ah, mais t'as vu, chez Dupont, il y a le super commercial qui nous enquiquine, qui nous prend des parts de marché. C'est lui qu'il faut recruter. Et puis, quand on recrute Dupont chez nous, eh ben, patatras, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, le gars s'y plaît pas, et au bout de 3 mois, il s'en va, la période d'essai est rompue, de votre part du fait. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas l'entreprise d'à côté. Vous avez un mode de fonctionnement qui est très différent, un mode de management qui est très différent, des moyens qui sont très différents. Est-ce que draguer le commercial du concurrent, c'est une bonne chose? Je ne sais pas. Peut-être, dans certains cas, ça marche, mais ce n'est pas la recette magique. Hein. Donc, c'est pas la recette magique. Donc, soyez bien conscient que la performance d'un vendeur, c'est la réussite d'un vendeur, c'est la réussite d'une équipe. Une équipe commerciale, une équipe d'entreprise, si la logistique, si la prod, si les RH ne font pas bien leur job, n'entourent pas les commerciaux ne vendront pas. Et si on masse pas les mollets de nos commerciaux, ils seront pas dans l'optimum. Et c'est pour ça que le sport a bien compris ça. On encadre, on chouchoute les commerciaux, les footballeurs, pour faire en sorte qu'ils soient très bons sur le terrain au moment où on leur demande d'être très bons. Le reste du temps, on les embête pas. On fait en sorte qu'ils soient dans les meilleures conditions le jour du match, et le jour du match essentiel, le jour où un commercial doit conclure avec un gros client. Il faut être sûr, vous, toute personne qui va travailler avec lui, les managers, les services support, etc., que votre commercial, il est dans les meilleures conditions possibles pour réussir cette vente. La cinquième et dernière explication, c'est que le besoin exprimé est souvent différent du besoin réel. Alors là, je m'adresse aux managers, je m'adresse aux services RH, je m'adresse aux consultants qui travaillent avec des
des managers commerciaux, des gens qui recrutent des commerciaux. Moi, quand j'entends, souvent on m'appelle, on me dit Loïc, j'ai besoin d'un commercial, j'entends pas ça. J'entends pas, j'ai besoin de recruter. Quand on me dit Loïc, Janine est partie, il faut me remplacer Janine. Janine vendait des cacahuètes à la grande distribution sur le département du 92. Il faut vite me remplacer par quelqu'un qui va faire ce job-là. Je dis à mon client non, c'est pas votre besoin. Là, mon client écarte les yeux. Il me dit attendez, c'est moi le patron, c'est moi le manager, c'est moi le dirigeant de l'entreprise. Je sais très bien de quoi j'ai besoin. Je dis non, votre besoin il n'est pas là. Ah, et là, il se pose 2 minutes et il réfléchit et il se dit, ah oui, c'est vrai, c'est peut-être pas tout à fait mon besoin. Et donc, quel est son besoin? Son besoin, il est simple. Son besoin, il est de faire de la marge en vendant ses produits à ce type de client sur cette zone-là. Est-ce que ça passe par le recrutement en externe d'un commercial? J'en sais strictement rien. À l'identique, j'en sais encore moins. Il y a peut-être des solutions. Peut-être que le commercial qui est sur la zone d'à côté, il peut peut-être prendre une zone plus grande. Et lui, justement, il avait envie d'étendre son territoire. Donc, réfléchissons à cette solution. Est-ce qu'on n'a pas un assistant commercial qui assistait notre super commercial, qui connaît tous les clients, qui connaît tous les produits, qui connaît votre culture d'entreprise, qui aura envie de passer sur le terrain? Voilà. Oui, il fait peut-être bien son boulot d'assistant, mais peut-être qu'on pourrait aller le mettre sur le terrain, le tester, etc. Je sais que c'est toujours un jeu de chaise musicale, mais franchement, réfléchissons-y souvent. Est-ce que votre vendeur, livreur, chauffeur, est-ce que lui, il pourrait pas passer commercial, etc. Est-ce que vous ne pouvez pas externaliser? Est-ce que le chef des ventes ne peut pas en prendre un secteur? En gros, vous avez vu le nombre de solutions que je vous trouve. Tout ça pour faire de la marge en vendant vos produits sur une zone donnée. Donc, est-ce que ça passe systématiquement par le recrutement et l'application exacte de ce que vous aviez? J'en suis pas convaincu. J'en suis pas convaincu et l'expérience montre que la plupart du temps, le besoin exprimé est souvent différent du besoin réel. Il faut se poser la question du besoin réel à chaque fois que l'on recrute, remettre la pierre à l'ouvrage. Ensuite, j'entends aussi beaucoup mes commerciaux sont pas bons. Quand j'entends mes commerciaux sont pas bons, j'entends surtout pas que les commerciaux sont nuls et je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à l'équipe qui a été bonne un jour et qui ne l'est plus, comme ça d'un coup. C'est pas un gars qui faisait des bonnes performances d'un coup, d'un seul, c'est devenu une chèvre. J'y crois pas. Et en fait, ce que je fais, c'est que je fais un tour de piste quand un manager me dit ça, je vais discuter avec les commerciaux, je vais discuter avec les différents managers et à partir de là, je vais revoir la personne qui m'a demandé. Ça peut être le directeur commercial, ça peut être le patron de l'entreprise. Et je lui dis, votre problème, il n'est pas les commerciaux. Votre problème, c'est votre manager qui casse les commerciaux le lundi matin et qui les félicite pas. Votre problème, c'est votre responsable logistique qui, quand il y a le moindre problème, n'essaye pas de trouver des solutions. C'est votre problème, c'est… Et vous savez ce que la plupart des dirigeants ou managers me répondent? Ils me disent, je le savais, monsieur Douillère, je le savais. Alors, je suis juste un facilitateur, moi, en tant que consultant. Vous savez, j'ai un beau rôle. Mon métier, c'est de vous vendre l'heure avec votre montre. Donc, ça, c'est facile. C'est facile parce que je suis à l'extérieur. On a une méthodologie d'analyse, on regarde, etc. Et on trouve les solutions. Mais je dis à mon client, et moi, mon rôle en tant que consultant, c'est de surtout pas faire béni oui-oui et de vous dire, OK, je vais prendre votre fiche de poste, puis je vais me mettre à rechercher votre CV, etc. C'est surtout pas ça, mon métier. Et je ne crois pas que les RH, que les managers doivent fonctionner comme ça. On doit être dans l'analyse, la synthèse, la réflexion et à chaque changement, on doit se reposer la question. Je sais que ça demande de l'effort et surtout sur les profils commerciaux. Voilà 5 explications qui me paraissent importantes. Le point qui va venir ensuite, c'est une fois qu'on a compris un peu où est-ce qu'on peut appuyer pour trouver des commerciaux, c'est les étapes d'un recrutement, puisqu'on va parler d'évaluation. Je ne vais pas parler d'identification, on en a un petit peu parlé. La recherche de candidats, pour nous, le recrutement, ce n'est pas un problème de candidat. Et le recrutement des commerciaux, ce n'est pas un problème de candidat. Vous l'avez compris, c'est un problème d'identification du besoin. Une fois que j'ai compris le besoin, je peux aller chercher qui je veux, etc. Trouver des CV, c'est facile. Vous avez des bases de données, LinkedIn, Monster, l'APEC, Pôle emploi, c'est même gratuit. Il y a des millions de CV sur la Terre. Donc, des CV, c'est facile à en trouver. La difficulté, c'est de trouver le bon CV qui me correspond. Et ça, il faut avoir défini au départ. Et le deuxième étape qui va être très dur et auquel se heurtent souvent les recruteurs, managers ou RH en matière de recrutement de commerciaux, c'est l'évaluation des candidats. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'il faut se poser la question de qu'est-ce qu'il va falloir évaluer. Il faut évaluer les savoirs, les connaissances. Ça, c'est facile. Est-ce qu'il connaît? On peut faire un QCM. On peut valider s'il a un diplôme
commercial ou pas, hein, peu importe. Est-ce qu'il a on peut faire des QCM, on peut lui faire des cas, on peut lui vérifier que son diplôme, le diplôme donne aussi un peu de savoir, donc nous permet de savoir un petit peu s'il a les quelques connaissances qui nous intéressent. La difficulté sur un recrutement de commercial, ça va être sur le savoir-faire et le savoir-être, sur l'expérience et les personnalités. Pourquoi c'est difficile? Parce que si je vous dis capacité de négociation, est-ce que c'est de l'expérience ou de la personnalité? Un peu les deux, mon capitaine. Et certains me diront, oui, il y a même un peu de la connaissance là-dedans, oui, parce que dans les écoles, on apprend aussi la capacité de négociation. Mais la difficulté sur le recrutement des commerciaux, c'est que les savoir-faire et les savoir-être sont souvent mêlés. Là où, par exemple, dans un métier comptable, on peut vite dissocier le savoir-faire du savoir-être. Le savoir-faire de savoir faire une écriture comptable, il n'y a pas un savoir-être lié directement à ça. Par contre, la capacité de négociation, la capacité relationnelle, le contact humain, tout ça, ce sont des choses qu'on a du mal à débrouiller dans les profils commerciaux entre le savoir-faire et le savoir-être. Et donc, comment on va faire avec les outils que l'on a à notre disposition? Si vous partez du principe que la plupart des recruteurs n'utilisent que 2 outils de recrutement, qui sont les pires outils de recrutement, le CV et l'entretien. C'est 80% des recrutements ne se font que sur CV et sur entretien. Ce sont les pires outils. Pourquoi? Parce que nous, depuis quelques années, depuis une vingtaine d'années, on fait des études sur les CV trompeurs. Et il s'avère que, malheureusement, 75% des CV sont trompeurs. Et alors, qui sont les champions du monde, le hit parade des trompeurs? Je vous le donne en mille, ce sont nos braves commerciaux. Oui, c'est normal parce qu'on leur apprend à arranger la vérité. Non pas mentir, mais arranger la vérité, faire du marketing. Ce sont des champions de tout ça. Tous les jours, ils doivent faire ça. Donc, du coup, quand ils arrivent devant nous et qu'ils envoient leur CV, pour eux, c'est naturel de le faire. Donc, ça devient compliqué vis-à-vis des commerciaux. Puis, ils auraient tort de s'en priver, ces braves commerciaux. Parce qu'ils savent aussi, les candidats commerciaux savent aussi que les 2/3 des entreprises ne font pas de contrôle de référence. Donc, ils utilisent le CV, qui est un mauvais outil de recrutement parce que c'est du déclaratif, et l'entretien. Et l'entretien, alors là, c'est un super outil pour les commerciaux. Ils sont formés à ça, ils ont l'expérience de ça, ils passent leur temps à faire ça tout le temps, des entretiens. Donc, du coup, ce sont des champions du monde. Et à la fin, l'entretien devient un jeu de poker menteur. Là, je ne vous ai pas mis un commercial, mais je vous ai mis l'exemple d'un directeur de l'aéroport de Limoges qui, dans les années 2010-2011, a tenu 4 mois. Le gars est un faussaire notoire, un récidiviste en plus, c'est ce qui lui a valu d'aller faire 2 ans de prison. Il avait été recruté par la CCI de Limoges en tant que directeur de l'aéroport de Limoges. Au bout de 4 mois ou 5 mois, ils ont été obligés de le licencier sous la pression médiatique parce qu'on s'est aperçu, son ex-femme qui lui voulait du bien, ça se passe toujours comme ça, hein, attention à vos ex, qui l'a reconnu à la télé et qui a dit, non, mais ce monsieur est un escroc notoire, il n'en est pas à son coup d'essai, il n'a pas de diplôme de l'aviation civile, il n'a pas d'expérience de pilote de la chasse de l'armée de l'air. Autant vous dire que tout ce qu'il a marqué sur le CV est bidon. Et pourtant, la CCI de Limoges l'a recruté avec des jurys, on peut imaginer toute une procédure, ce genre de choses, sauf que le gars était très bon. Et les commerciaux sont très bons en entretien, donc ils vont vous bluffer. S'ils ont fait l'acteur studio, ils vous bluffent. Et donc, si ils ont marqué n'importe quoi sur le CV, si ils vous ont bluffé lors de l'entretien, vous recrutez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et là, ça va être vraiment difficile. Et c'est comme ça que plein d'entreprises, parfois, nous appellent en catastrophe en nous disant pourquoi ils ont besoin de recruter quelqu'un. On leur demande pourquoi. Parce que le dernier, ouais, d'accord. Nous, la méthode que l'on a, c'est ce qu'on appelle l'évaluation par indice. L'idée des indices, c'est quoi? C'est pas partir d'un seul indice. Il a la main moite, il a le regard fuyant, il a un CV où il y a des fautes, il a une tenue douteuse, il a une belle cravate rouge ou une pas belle cravate qui vous plaît pas, il a une expérience qui m'intéresse pas, il a travaillé chez Dupont mais pas longtemps, etc., etc. Ça, ce sont des indices. Je ne peux pas me dire d'un seul fait en tirer une conclusion, dire donc, par contre, les faits sont têtus et quand je cumule les faits, et pour ça, il faut que je sois très rigoureux pour noter tous ces faits en matière de recrutement. Le recrutement, c'est pas juste je fais une conférence et je discute avec quelqu'un. Non, c'est très rigoureux. Il va falloir que je m'organise, que j'ai des grilles d'entretien, que j'ai préparé mes questions, que j'ai préparé mon entretien en tant que recruteur, etc. Et que j'ai une grille d'analyse des CV, une grille d'analyse des entretiens et que je fasse des comparatifs, etc. Donc, je recueille des indices, j'analyse les indices,
je fais une synthèse de tous ces indices et je la rapproche du profil recherché. Et une fois que j'ai fait ça sur un candidat, ben, je vais multiplier sur X candidats et je vais finir par arriver à trouver un profil qui semble le plus cohérent, le moins risqué, parce qu'on parle de risque, une notion de risque dans le recrutement. Et donc, pour ça, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à utiliser un maximum d'outils d'évaluation, notamment du savoir-être. Donc, le CV est un outil. Je ne dis pas que c'est le meilleur outil, mais je ne peux pas le négliger, c'est un outil. L'entretien est un outil. Les tests psychotechniques notamment, et là Céline vous en parlera mieux que moi juste après, dans quelques minutes, je me dépêche Céline, je sais que j'avais une bonne vingtaine de minutes, j'ai un peu dépassé. L'auto-évaluation, demander au candidat de se positionner puis de débriefer avec lui, la mise en situation, les cas, les assessment centers, tout ça c'est la même chose, c'est toujours intéressant. Le contrôle de référence, bien évidemment, alors ne vous contentez pas comme beaucoup font aujourd'hui le contrôle de référence sur Internet, ça donne des indices, mais ça ne doit pas être exhaustif, ça permet de lever quelques loups, mais aujourd'hui les candidats ne sont pas dupes, donc ça va gérer ça. Par contre, appelez la bonne personne, et si j'ai un petit conseil, n'appelez pas le 06 que le candidat vous aura communiqué, parce qu'il vous dira, quand l'œil douillère de Florent Mention Institute vous appelle, tu dis bien que tu es Dupont, mon ancien manager, etc. Non, vous appelez le standard de l'entreprise pour confirmer que la personne que le candidat vous a donné est une bonne référence, et si possible, qu'on vous le passe, ou vous faites confirmer le numéro de téléphone portable. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir les bonnes personnes. Il y a de l'enjeu pour les candidats, donc il y a des gens qui sont prêts à faire n'importe quoi. Il y a les autres éclairages, la visite d'usine, la visite des bureaux, le repas au restaurant, en deuxième entretien, etc. Ça vous permet de voir un petit peu le candidat. Et si vous allez au restaurant avec le candidat commercial, ne montez pas dans votre voiture, montez dans la sienne. Vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses, c'est génial. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui vous permettent d'évaluer le candidat. Il y a certainement d'autres outils. Notre méthode, c'est de dire multiplions les outils. Nous, par exemple, on ne se contente pas d'un CV, on a un dossier de candidature très complet dans lequel on demande les justificatifs, les bulletins de salaire, les certificats de travail, les diplômes, etc. Ça permet de cumuler l'information. Attention, vous voyez en bas du slide, je déconseille des outils exotiques de type Gurutesque, Astro machin, numéro chose, morpho truc, marre de café, etc., etc. Ça se pratique, mais je ne suis pas sûr qu'on sorte grand-chose de très professionnel de tout ça. J'en ai presque terminé, j'en arrive à mes conclusions. Premier secret de recruteur, la seule personne capable d'apprécier l'adéquation profil candidat, c'est le candidat lui-même. Si tant est que le candidat soit bien informé, donc ne lui donnez pas 3 lignes dans votre annonce, donnez-lui une fiche de poste complète. Et si vous avez la curiosité d'aller sur mon site internet, vous verrez les annonces. Nous, on met des définitions complètes, que ce soit en anonyme ou en ouvert. C'est encore mieux si on dit qui on est, plutôt que d'être anonyme. Et je déteste les gens qui sont anonymes parce que c'est comme envoyer un candidat sur l'autoroute et lui dire on ne sait pas où on va, mais on y va, veut monter dans notre bateau. Alors, moi, j'y monte pas. Moi, j'y monte pas et beaucoup de candidats. Et nous, on s'est aperçu que les ratios entre une offre où on mettait le nom de nos clients et une offre où on ne met pas le nom de notre client, c'est 50% de candidatures en moins. Donc voilà, vous en tirez les conséquences. Et plus je suis informatif et plus je donne d'informations au candidat, meilleure sa capacité à postuler de manière consciente et intelligente. Ça ne sert à rien d'avoir 400 CV. Comme je vous l'ai dit, moi, des CV, je peux vous en trouver tous les matins. Par contre, trouver les CV qui nous intéressent par rapport à ce qu'on veut au moment opportun, si je ne lui donne pas l'info. Et puis, le deuxième point qui est important, c'est que le recruteur crée une relation égalitaire. Je ne suis pas du bon côté du bureau, il n'est pas du mauvais, je ne suis pas le chat, il n'est pas la souris, je ne suis pas, parce que j'ai une belle cravate rouge, meilleur que lui, etc. Non, on va avoir intérêt à travailler ensemble. Je ne dis pas non plus qu'il va falloir être copains et on va juste discuter autour de la machine à café. Ce n'est pas ça. On est là pour faire un recrutement dit professionnel. Donc, on se met dans un cadre professionnel, bureau, etc. Et ce sont des choses comme ça. Et c'est une relation égalitaire. C'est très difficile parce que côté candidat, il y a beaucoup d'enjeux. Et selon la situation du candidat, ils y mettent plus ou moins d'enjeux, voire des fois, ils n'en mettent pas du tout. Et c'est aussi problématique. Et puis vous aussi, des fois, vous avez beaucoup d'enjeux et vous voulez draguer tellement ce candidat parce qu'il est magnifique sur le papier. Et quand vous le voyez, vous dites il est super, que vous en oubliez votre professionnalisme de recruteur, manager ou RH. Donc attention. Donc le meilleur candidat, le candidat c'est mieux que vous si son profil est en adéquation à ces deux conditions. Mon dernier secret, mon deuxième secret, c'est comment faites-vous pour trouver le super vendeur? Eh bien, je ne le trouve pas car je ne le cherche pas. Je cherche et je trouve le vendeur qui sera performant grâce à son entreprise. Je ne m'échine pas à fantasmer derrière les Zidane. Mettez 11 Zidane sur un terrain de foot, il ne gagne pas la Coupe du Monde 98. Mettez 11 Mbappé sur le terrain de foot, on ne gagne pas la Coupe du Monde. Voilà. Il nous faut une équipe, il nous faut un collectif, il nous faut… donc, posez-vous la question, est-ce que ce candidat-là, dans mon équipe, dans ma structure, va être le plus performant? J'ai essayé d'être rapide. Conclusion, le recrutement prend du temps.
coûte de l'argent. Le recruteur doit être rigoureux, très humain, très humble. Il ne de richesse que d'hommes et de femmes, rajouté par Florent Mentionne, puisque la première, c'était Jean Baudin dans les années 1500. Je vous ai dit que je vous offrais le livre Comment recruter des vendeurs qui vendent, la version numérique. Il y a un petit lien dans le support qu'on vous enverra à l'issue. Et puis à la fin, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation très active. Vous avez mon email qui s'affiche, mon numéro de téléphone portable. J'assure le SAV de cette conférence et je vous remercie tous. Céline, je vous laisse la main. Ah, Céline. Bon, peut-être que c'est le moment de répondre aux questions. S'il y a d'autres questions auxquelles qui vous viendraient avant que Céline ne réponde, peut-être on fait une petite brève de questions, Céline, si vous voulez. Si vous voulez, oui, on peut. Là, je vais reprendre. Le temps que vous basculiez. Ouais. Oui, nous pourrons prendre quelques questions. Alors, est-ce qu'il y a quelques questions? Je remonte dans le chat. J'avais vu 2 questions tout à l'heure. La formation des commerciaux, Imen nous pose la formation de commercial est-il un critère indispensable du recrutement des commerciaux? Non, pas forcément. Ça va dépendre du type de vente. Je crois que j'ai un petit peu répondu à ça tout à l'heure. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui disait qu'un bon commercial n'est pas forcément issu d'une école de commerce. Je suis d'accord avec ça. Je ne vends pas les business schools, je ne vends pas tout ça. Force est de constater que d'avoir une couche théorique sur de la pratique, c'est quand même plutôt pas mal. Et souvent, on s'aperçoit que les très, très bons commerciaux dans les ventes complexes ont souvent un bon niveau de formation commerciale. Alors que ce soit une école de commerce, que ce soit une formation commerciale, etc., fait dans un institut, nous, on fait des formations à la vente, etc., ça me va. Du moment où vous avez les bons éléments, les bonnes techniques, ne pas connaître des basiques comme le son casse ou autre, pour un commercial, on va vite sentir qu'il va y avoir un manque. Est-ce qu'on a une question? Imen, voilà. Quels sont les tests central tests proposés à cet effet? Voilà, Anastasia est impatiente d'entendre Céline. Donc moi, je m'efface face à Céline. Je vous remercie à tous. De toute façon, on restera encore jusqu'à la fin. Je reste présent. Et s'il y a des questions qui complètent le propos de Céline, aucun problème. Merci à tous. Très bien, merci Loïc et à tout à l'heure pour les questions. De toute façon, vous restez avec moi. Donc, je vais vous parler moi plutôt des tests psychométriques justement qui peuvent être utilisés à cet effet. Donc, pour reprendre aussi un petit peu ce que présentait Loïc Douillère, ce qui est important aussi, c'est de savoir ce que l'on veut, ce que l'on recherche et le type de poste. Donc, il parlait de la fiche du poste, mais également des attentes que l'on va avoir, du périmètre. J'ajouterais qu'il est important aussi de savoir dans quelle entreprise on va être, avec quel type d'équipe, avec quel type de manager on va travailler pour arriver à construire ces équipes gagnantes également. Donc nous, on va vous proposer surtout les tests psychométriques qui vont vous permettre d'évaluer ces savoir-être des personnes, des connaissances également. Et on a différents outils qui permettent de compléter ces évaluations, notamment ce qu'on appelle la Talent Map, qui permet de combiner plusieurs tests ensemble, qui viennent compléter cette approche multicritère avec les CV, les entretiens, et un tout nouvel outil qui est le Talent Matcher, qui permet de comparer aussi des candidats entre eux. Voilà. Et pour finir, je vous présenterai rapidement Central Test. Donc, la première des choses, c'est définir, donc je vais aborder cette partie-là par la présentation d'un cas particulier. Donc là, on cherche à recruter un chargé d'affaires. Donc la première des choses qui a été faite avec l'entreprise, c'est d'identifier quelles étaient les missions de la personne. Et ça aide aussi également à cibler les candidats qui vont répondre à vos annonces, puisque plus la mission sera précise, plus ils sauront si ça leur correspond ou pas, et ils connaîtront les enjeux de cette activité. Donc, je ne vais pas tout vous relire. Vous retrouvez donc tout ce qui est négociation, rapport d'activité, les déplacements aussi à prévenir, et également une partie sur les savoir-être. Quelles sont les qualités que l'on recherche chez la personne, de l'autonomie, de la prise d'initiative, de la motivation, des qualités sociales, relationnelles, ouverture à l'international, de l'enthousiasme pour être avenant vis-à-vis des clients, du tact, de la diplomatie. Ça va toujours aider en négociation et évidemment des compétences commerciales pures.
que vous avez ici. Donc, comment évaluer le maximum de ces indices? On vous propose différentes solutions. Donc, on dispose de plusieurs outils. Dans le cadre de cette offre en particulier, on vous proposerait le profil vente R, qui est un questionnaire qui permet d'évaluer, de détecter les compétences commerciales, tout ce qui va être le côté prospection, l'analyse des besoins, la négociation. Est-ce qu'on a aussi, est-ce qu'on a face à nous quelqu'un qui a ce tempérament commercial, qui aime en fait la vente en tant que telle? Pour avoir ces aspects de savoir-être, de personnalité, on vous propose le profil Pro 2 qui permet de déterminer le profil professionnel. C'est également un outil qui est important pour l'intégration dans l'équipe et la prise de fonction. Ça nous permet vraiment de bien connaître le mode de fonctionnement de l'individu au niveau professionnel et donc d'identifier les environnements dans lesquels il se sentira le plus à l'aise. Ça nous donne des indications pour les managers pour savoir comment gérer ces personnes-là, mais également la place qu'ils vont prendre dans l'équipe. Quel va être leur rôle. Et enfin, ces postes de commerciaux ont une composante relationnelle qui est extrêmement forte. Donc, on aime bien proposer aussi le test émotion qui nous permet de voir ses qualités sociales, relationnelles et émotionnelles de l'individu, notamment sa facilité à s'adapter à tout nouvel environnement, à être curieux, diplomate, gérer des conflits et être à l'aise aussi avec lui-même. Voilà. Donc là, je vous présente un petit peu plus en détail. Alors, assez rapidement, pour pas trop déborder, parce qu'on s'était fixé 45 minutes et on voudrait aussi vous laisser un petit peu le temps pour des questions, sachant que de toute façon, on restera disponible même après. Donc, le profil vente R qui nous permet d'aborder le profil commercial à travers 12 aspects, donc 12 dimensions qui sont listées sur les côtés, que l'on a regroupées en 4 catégories, qui nous permettent de déterminer est-ce que la personne à qui l'on a affaire est plutôt un commercial de type chasseur, donc intéressé par les ventes à court terme, le développement de nouveaux marchés, la prospection, l'audace, l'initiative dans la prospection, le développement, l'augmentation de ce portefeuille de prospects, les éleveurs qui, eux, vont être plutôt sur la gestion de ce portefeuille client, cette exploitation, l'utilisation de son réseau, cette fidélisation. Ici, les aptitudes en négociation qui sont indispensables, quel que soit le type de commercial. Donc là, on est vraiment sur des mises en situation de la vente pour chaque question, pour voir si la personne connaît la finalisation, sait argumenter, identifier les besoins de son client. Et enfin, la 4e catégorie qui, elle, nous permet de voir la sensibilité pour les fonctions commerciales du candidat. Donc, est-ce qu'il aime vendre? Est-ce que c'est quelqu'un qui est à l'aise pour affirmer son point de vue, défendre sa position en tant que commercial, ce qui est extrêmement important en négociation, mais également savoir se gérer lui-même, se contrôler ses réactions émotionnelles. Le profil Pro 2, lui, va compléter cette évaluation en nous apportant beaucoup plus d'informations sur son mode de fonctionnement au niveau professionnel. Donc, on va évaluer à travers 7 dimensions son comportement professionnel, donc le côté savoir-être, personnalité, et avec 7 autres dimensions, ses aspirations, ses valeurs, sa motivation. Pour faire le parallèle avec une autre fiche de poste, on va chercher quelqu'un qui soit à l'aise en négociation, ou quelqu'un qui déjà en termes de personnalité, et quelqu'un qui devrait être à l'aise en négociation, quelqu'un qui aime convaincre, pour le plaisir de convaincre, qui est à l'aise pour discuter avec les gens et trouver les bons mots pour pouvoir les influencer, les convaincre au sens positif du terme. Asseoir sa position, donc défendre son point de vue, plutôt pondéré également. Saisir les informations de façon globale ou de façon plutôt détaillée, et ça va nous donner aussi des indications sur sa façon de travailler. Et c'est là où, pour l'intégration en poste ou la gestion de ces personnes-là, ça va nous apporter aussi toutes ces informations complémentaires. En termes de motivation, je vous en cite quelques-unes. Donc, le fait d'être investi dans son activité. Loïc Douillère insistait aussi sur ce côté équilibre vie privée, vie professionnelle. C'est ce que l'on peut voir ici. Et trouver un bon équilibre entre les deux, donc un bon ajustement. C'est beaucoup plus représentatif des générations actuelles et de l'emploi tel qu'on le voit maintenant quand on parle de bien-être au travail, limiter tout ce qui est burn-out et vraiment donner du sens aussi à son travail. Le dynamisme, envie de se dépasser. Donc là, on est vraiment sur des sources de motivation complémentaires qui ne sont pas que les motivations salariales pour le poste de commercial, mais aussi le fait d'être bien dans son emploi et que ce soit une activité qui nous satisfasse.
Et enfin, le questionnaire d'intelligence émotionnelle, lui, va nous permettre de voir les caractéristiques sociales et émotionnelles de l'individu par rapport à lui-même, mais aussi ses interactions avec les autres. Donc, est-ce qu'il se connaît bien lui-même? Est-ce qu'il sait se contrôler? Est-ce qu'il a une bonne confiance en soi, sans être imbu de lui-même? Optimiste pour aller de l'avant, rebondir après des échecs pour rester motivé, persévérer. Et alors, j'ai une personne qui me dit qu'elle ne m'entend pas. Est-ce que les autres m'entendent? Oui. D'accord. Bon, alors je pense que c'est un problème de réglage. Merci. On parlait de l'ouverture à l'international. C'est ce que l'on peut voir ici avec la gestion de la diversité, qui est le fait de voir la diversité en entreprise comme quelque chose de positif et être en bonne interaction aussi avec les autres. Donc là, on a pris un exemple fictif de personnes qui auraient pu postuler sur cette annonce, qui a complété les 3 tests. Et on voit, vous allez obtenir les résultats à travers cet outil. Donc là, je vais aller dans un peu moins de détails. Si vous le souhaitez, vous pourrez essayer ces tests. On vous enverra une invitation pour les passer. Donc, ça nous permet de voir, est-ce qu'il est à l'aise en approche client? Donc, est-ce qu'il va aller directement vers les clients ou est-ce qu'il va plutôt rester réservé en attente qu'ils viennent vers lui? Est-ce qu'il est combatif? On vous donne également un indicateur qui nous permet de voir si la personne a eu tendance à vouloir influencer les résultats, ce qui n'est pas négligeable chez les commerciaux. Et c'est normal en recrutement parce qu'on veut donner une bonne image de soi. Toutefois, il faut bien garder à l'esprit que ce sont des tests psychométriques. Donc, nous, avant de les commercialiser, on s'est assuré de leur qualité en termes de pertinence, donc de mise en évidence des différences entre les profils, de stabilité des résultats. Donc, il donne bien une prédiction correcte du comportement de la personne. Et cette prédiction est valable dans le temps. Donc, à plus ou moins 2 ans, puisqu'après, on va évoluer, on va changer également. Donc, si cet indicateur est trop élevé, on ne peut plus assurer la qualité de l'outil. Et le potentiel vente qui compare les résultats du candidat à ceux de commerciaux expérimentés qui ont de bonnes performances commerciales. Voilà. On vous fournit aussi des commentaires personnalisés, donc qui sont à approfondir avec le candidat au moment de l'entretien. Il faut bien garder à l'esprit que ces tests, c'est un support à l'entretien, c'est un complément d'information et ça vous permet de diriger, de savoir où aller creuser. On parlait de vérification de référence, de prise de référence, vérification des diplômes. Là, on va aussi leur demander de nous donner des exemples de situations qui nous ont montré, là, c'est quelqu'un qui se présente comme ayant peu de combativité, donc qui risque de baisser les bras assez facilement. On lui demande des exemples de situations et comment il pourrait faire pour pallier à cela. Et on a ajouté aussi dans la plateforme, et ça c'est quelque chose que vous pouvez personnaliser, c'est la correspondance métier. Donc on définit le profil idéal, donc là c'était pour notre chargé d'affaires, c'est quelqu'un qui soit à l'aise pour aller vers les clients, qui doit être combatif, qui aime la prospection mailing téléphonique, qui sait développer son réseau, qui se préoccupe de sa satisfaction client, et ainsi de suite. Donc, tout ce qui est en vert, ce serait notre profil idéal. Et le point noir, c'est le candidat. Donc, c'est le positionnement du candidat. Donc, ça nous permet de voir où sont les écarts à ce profil et d'avoir aussi les points à creuser à l'entretien. Notamment, c'est quelqu'un qui se présente comme étant pas à l'aise ou n'appréciant pas la prospection indirecte, qui nous explique pourquoi et est-ce que ça va être rédhibitoire ou pas. On retrouve ce même type d'informations pour les autres outils. Donc, le profil pro, vous allez avoir une présentation sous forme de graphique, tableau, mais également des commentaires personnalisés qui nous montrent que c'est quelqu'un qui sait défendre son point de vue, qui est à l'aise pour exprimer son point de vue, le défendre, sans être totalement borné. Donc, il va pouvoir aussi prendre en compte le point de vue des autres. On lui demande des exemples de situations où il l'a fait, notamment au niveau commercial, il va forcément vous en trouver. C'est quelqu'un d'ouvert, qui est dans le relationnel, social, enjoué, ce que l'on voit ici. Donc ça, vous le verrez directement aussi dans l'interaction que vous allez avoir avec lui, qui cherche à avoir un certain ascendant sur les autres. Donc là, en termes de management, on va voir comment il va apprécier d'être dirigé par quelqu'un d'autre et le type de manager qui lui convient le mieux. Donc pour l'intégrer également en poste. Donc là, je passe cette diapositive qui est sur les commentaires personnalisés. Toujours une correspondance de poste également, mais sur la base de ce test-là cette fois. Et au niveau du test émotion, donc qui permet de voir l'intelligence émotionnelle, on va voir dans quel domaine la personne est à l'aise.
Donc, idéalement, là, c'est un profil qui nous montre une personne qui est à l'aise au niveau relationnel, social et émotionnel. C'est ce qu'elle veut, où elle veut aller, elle se contrôle, elle perçoit la diversité comme quelque chose de positif. Donc, c'est ce qu'on cherchait avec l'ouverture à l'international. C'est quelqu'un qui fait preuve de tact, qui est à l'aise aussi pour gérer des conflits, qui a un bon échange avec les autres. Donc, il y a des qualités relationnelles, en tout cas, pour cette fonction et même de façon générale. Et comme ça peut être aussi un petit peu compliqué quand vous avez fait passer 3 outils de mesurer l'importance relative de chacun des outils, on a proposé la Talent Map, en fait, qui va combiner les 3 tests et vous donner une correspondance par rapport au profil que nous avions défini sur la base des 3 tests qui ont été passés. Et on a également développé tout un référentiel de compétences. Donc, dans le cas ici, je vais présenter que les compétences commerciales qui nous montrent que la personne va être à l'aise au niveau relationnel, sait gérer son stress. Donc là, on est vraiment sur des compétences comportementales ou des savoir-être qui vont être détectés chez la personne et estimés à travers ces outils. Voilà. Et un outil complémentaire qui est le Talent Matcher, où on a vu plusieurs personnes pour ce poste-là et ça nous permet de les hiérarchiser pour savoir lequel correspond le plus à ce que l'on recherche. Ici, la personne n'a pas passé tous les tests, donc elle n'a pas été intégrée. Et donc après, on va les détailler. J'insiste aussi sur le fait qu'il est important que vous ayez un échange avec les candidats. Voilà, pour approfondir ces résultats et voir l'expérience qu'ils ont eue aussi derrière. Et très rapidement, et après je vous laisse la parole, donc Central Test, nous sommes un éditeur de tests pour identifier le potentiel des candidats. On vous propose 23 outils, on a un partenariat pour des tests IT et bientôt avec des tests métiers. Et on est totalement digital et utilisable sur toute plateforme. Et on a également un service d'accompagnement sur mesure pour des formations à l'utilisation de ces outils, mais également réaliser des missions, des audits en fonction de vos besoins. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser, on va prendre le temps de répondre à vos questions. Donc je vais relire un petit peu, je vous remercie pour votre attention. Et Loïc va nous rejoindre également, comme ça on va regarder un peu vos questions et répondre à vos questions. Me voici de retour. Bonjour, rebonjour à tous. Merci, c'est super. Effectivement, je complète, si tout le monde entend bien, je l'ai marqué dans le chat, j'ai oublié de le dire. Florent Mention Institut est un client de la première heure de Central Test. On est allé très loin dans l'intégration puisque nous, on a complètement mis en API, dans notre ATS, notre logiciel de recrutement, toute l'interface de Central Test. On est d'ailleurs maintenant en train de travailler sur la V2 pour faire en sorte que quand on convoque un candidat dès l'emploi, une mission sur notre ATS, notre logiciel, on décide de quel test, le consultant chez nous décide de quel test il veut faire cette mission-là. Et à partir de là, quand on convoque un candidat à un entretien via notre plateforme, les tests partent automatiquement. On a le retour qui nous est fait directement depuis la plateforme Central Test dans notre outil. Et donc, on peut aller très, très loin. Et ce que je disais, c'est que nous, en gros, on fait entre 5 et 6 000 entretiens par an et on fait passer en moyenne 2 à 3 tests par candidat. Donc, vous voyez les volumétriques qu'on en traite en termes de volume de tests. Et très honnêtement, on a un retour très positif, que ce soit des candidats, que ce soit des clients, que ce soit des consultants aussi. Parce que j'ai vu qu'il y avait Valérie Legendre, notre consultant d'Avignon, qui suit la conférence aujourd'hui, qui pourrait faire un petit témoignage par le chat. Je sais que tout le monde apprécie énormément et nous, je pense, pris comme partie parce qu'il y a une option chez Central Test de donner ou pas le résultat au candidat dès qu'il n'a pas fait. On est parti du principe que c'est une vraie chance de leur donner. Certains partent du principe que ouais, mais si on donne au candidat ses résultats, lorsqu'il va venir en entretien, il va vouloir biaiser. Et en fait, l'expérience nous montre que pas du tout. Nous, on débriefe avec eux et c'est un vrai moment d'échange. Et la plupart du temps, les candidats sont très bluffés de la qualité des tests et du retour que l'on a. Et ça nous permet de confirmer ou d'infirmer ce qu'on a pu voir dans tout le recrutement en matière d'études de cas, en matière
de dossiers en matière d'entretien, et donc les tests sont un vrai outil complémentaire. Alors, pour un poste de commercial confirmé, je pense que le profil vente est un peu trop lisible. Pas forcément, puisqu'on est aussi sur un aspect comportemental, avec toute la partie jeu commercial, affirmation. On a des commerciaux expérimentés qui se disent, ah bah tiens, c'est vrai que j'étais plutôt comme ça avant et ça a changé, ça reflète à travers l'outil, notamment la prospection. Hein. Souvent, on a ce type de commentaires. Il faut aussi le garder comme une base de discussion. Donc, ça nous permet de voir les points à cibler et ça leur permet de se justifier. On utilise rarement maintenant le profil vente tout seul, on va le combiner avec le profil pro. En général, et de plus en plus émotion hein, pour ces postes de commerciaux. Je pense que Loïc l'a déjà confirmé de toute façon. Donc, c'est aussi cette notion d'échange. Et je pourrais même dire que par expérience, on voit aussi des jeunes qui sortent d'écoles de commerce qui ont souvent des scores élevés pour tout ce qui est technique commerciale. C'est là où ça bon, ils les connaissent en théorie. Donc, à vérifier, est-ce qu'ils l'ont déjà mis en application et comment ils vont le mettre en application. Oui. Je confirme et je complète. Moi, j'aime bien le compléter. Alors, de toute façon, nous, on ne fait jamais un seul test. On fait toujours au moins 2, si ce n'est 3, quand on met un peu un test technique, il y a le business English ou le raisonnement pour voir comment la personne fonctionne. Mais quand il s'agit de tests de personnalité, le profil vente, moi, on l'utilise toujours en doublon avec soit le profil pro. On aime bien aussi, moi, j'aime bien personnellement le CTPI. Qui est un test aussi qui me va bien et qui est assez costaud, ce qui fait que arriver à avoir cette lisibilité dont parle, j'ai oublié le prénom, Jean-Pierre, je suis d'accord sur certains tests, on peut avoir des influences de certains candidats, parfois sur le profil vente. Encore que parfois ils sont très surpris des résultats. Et quand vous le complétez avec un autre test, là le candidat il va être un peu mis en défaut parce que s'il nous a pas répondu de la même manière sur des critères assez similaires, il va vite être un peu coincé, quoi. Et puis il y a toujours ce que je disais, la notion d'indice. Hein, les tests sont une partie. On ne peut pas se limiter aux tests et les tests ne doivent surtout pas être sanctions. Je ne dois pas me dire je fais le profil vente et puis selon ce qu'ils répondent dans tel critère, Valérie disait critère jeu commercial. Dans le critère jeu commercial, j'élimine tous ceux qui ont moins de 5, quoi. Moi, je ne suis pas fan de ça. Hein. Je sais qu'il y a des entreprises qui font ça pour des questions de volume, mais c'est très dangereux. Céline, je vous laisse répondre à la question de Valérie sur le critère jeu commercial, justement. Le jeu commercial, en fait, c'est une dimension qui a un rapport aussi avec les personnalités qui nous permet de voir est-ce que la personne aime la vente pour le plaisir de la vente, donc vraiment perçoit cette activité de négociation, de commercial comme quelque chose, comme un match que je veux à tout prix gagner. Donc, c'est vraiment un jeu et on le voit au quotidien. Et les personnes qui ont des scores élevés sur ce facteur, ça se voit dans leur façon d'être pour tout, hein, qu'elles soient en activité professionnelle ou autre, sont dans cette négociation, ce plaisir du jeu, de l'échange, de la négociation. Quelqu'un qui va avoir un score faible, c'est quelqu'un qui va aborder la vente comme quelque chose comme une activité plus formelle. Voilà, plus posée avec. On est dans cette discussion avec le client en particulier et en dehors de ce cadre-là, on ne va pas forcément être dans la négociation. Alors, le webinaire sera disponible en replay, normalement. Et il y a la question d'Anastasia sur le recrutement des collaborateurs dans la branche marketing digital. Ils ont des profils très sales, ils savent comment se vendre, ainsi que les outils de référencement et les tendances du marché, mais comment repérer s'ils sont aussi compétents qu'ils le prétendent. Alors, Céline, je vais vous laisser répondre, mais je veux juste expliquer que les tests sur la demande que vous avez ne vont pas nous mesurer la compétence technique sur le marketing digital, hein, sur le web marketing, etc. Là, il faut aller chercher d'autres plateformes de tests techniques. Je ne suis pas sûr qu'il en existe, j'en connais quelques-unes, mais sur des tests de compétences, hein, des QCM, des choses comme ça, il en existe sur l'Excel, Excel, sur des comptables, des choses comme ça. Dans le marketing digital, je ne suis pas convaincu que ça existe. Moi, je vous inviterai à créer votre propre test, votre propre QCM ou étude de cas en lien avec votre activité. Ça nécessite un petit peu de travail, mais là, pour mesurer les compétences techniques, je pense que ça, c'est pas mal. Après, les tests de type profil vente et autres tests de personnalité vont compléter, confirmer qu'ils ont effectivement des bonnes compétences techniques par votre QCM ou votre étude de cas.
et qu'ils ont ou le potentiel, ou le profil, ou la compréhension de la vente de tel type en stratégie, en égo, en vente B2B terrain, etc. Là, je vais laisser peut-être Céline compléter. Oui, bah, ça va dans le même sens, hein. De toute façon, là, ce sont des pistes aussi de discussion. Donc, on voit que la personne est à l'aise pour le faire. On demande toujours confirmation et c'est aussi pour ça qu'on le complète avec les autres outils. C'est en complément aussi avec la question de Jean-Pierre Leroux sur le profil pro et un complément en priorité d'après vous. D'après moi, oui, c'est important de le combiner avec le profil pro, le profil vente, aussi pour des fonctions marketing. Hein, déjà, dans le profil vente, ça nous permet de distinguer est-ce que c'est un commercial qui vraiment est plus intéressé par la vente ou est-ce qu'il est plus intéressé par l'argumentation, l'identification des besoins et plus par des aspects marketing. Donc déjà, on arrive à distinguer entre ces deux fonctions. Le profil pro va vraiment nous compléter son intérêt. C'est un test qui est utilisé aussi en bilan de compétences. Et je rebondis sur ce que disait Loïc qui était important avec la petite formule à l'Einstein. C'est aussi l'intégration dans l'équipe et le management qu'on va avoir de la personne. Et là, c'est vraiment le profil pro nous permet de comprendre comment la personne fonctionne, comment elle va interagir avec les autres, ce qu'il lui faut pour être motivée, comment la diriger également. Et c'est ce qui va faire une équipe gagnante. C'est pas uniquement sa performance commerciale, parce que vous voyez des personnes qui vont vous dire sur le papier qui ont eu des chiffres élevés, mais ou le vendeur que vous citiez tout à l'heure qui change d'entreprise, s'il n'est pas bien dans l'environnement dans lequel il est, il sera pas motivé, il n'aura pas envie d'aller jusqu'au bout. Et là, on est vraiment sur cette complémentarité. Moi, je complète et je valide. Oula, on a un retour de son. Il ne faut pas que je bouge. Donc, je complète et je valide ce que dit Jean-Pierre sur le test de raisonnement. Moi, j'aime bien le test de raisonnement. Hein. Ça permet vraiment de comprendre la capacité de la personne à analyser, synthétiser de l'information, etc. Alors, pareil, je suis très prudent sur ce test-là parce que certains ont tendance à dire que c'est un test de QI. Je fais très attention avec ça et c'est vraiment pour moi de la notion de raisonnement et surtout n'utilisez pas ça parce que vous avez un chiffre qui vous est donné, hein, qui vous dit entre 95 et 120, je crois, on est dans la courbe normale et si on est avant ou après, on est en raisonnement un peu faible et au-dessus en raisonnement incroyable. Globalement, je le fais très court, Céline, mais j'aime bien parce que ça permet de voir vraiment quelle logique ont les gens, comment ils fonctionnent. Et quand on a des problématiques, notamment sur des métiers un peu nouveaux, où on ne sait pas bien encore définir les compétences, etc., mais qu'on a besoin de la capacité de raisonnement, d'analyse, de synthèse, c'est vraiment pas mal, quoi. Oui, mais je suis d'accord tout à fait avec Loïc. Ce score global qu'on vous donne au début, déjà statistiquement parlant, techniquement, bon, ça peut être le sujet d'un webinaire aussi, il n'est valable, comme pour le quotient émotionnel, il n'est valable que si les scores sont homogènes sur l'ensemble des facteurs. Donc, si on a des différences importantes, par exemple pour du raisonnement verbal qui serait bien meilleur que du raisonnement numérique, on va se retrouver avec un quotient moyen, alors qu'on n'est pas du tout dans des performances moyennes. On est très bon dans le verbal et peut-être très mauvais ou moyen dans le numérique. Donc, et là, ça nous apporte des informations. Un commercial, s'il est très à l'aise dans le raisonnement verbal, bah, ça nous plaît parce que c'est quelqu'un qui va bien savoir mener la langue, le langage, et en termes de négociation, c'est intéressant. On veut aussi qu'il y ait les chiffres. Quand on parle du marketing, on est sur des raisonnements beaucoup plus abstraits, ce qu'on appelle l'intelligence fluide. Donc, on peut s'intéresser aussi à d'autres, aux aspects plus spécifiques en fait du test. Jean-Pierre Leroux nous demandait une précision entre les deux tests. Alors, j'imagine que vous parlez du raisonnement 20 et du raisonnement R. Le raisonnement 20 minutes, en fait, c'est la version plus facile du raisonnement R. Donc, il ne reprend que les questions faciles du test de raisonnement. Donc, il est plus positionné pour des personnes qui ont un niveau d'études inférieur au bac. Voilà. Ou parce qu'on veut être plus rapide, mais il est plus facile que le raisonnement R. Ouais, donc nous, on fait beaucoup de recrutement de commerciaux, de cadres commerciaux, et très honnêtement, j'utilise que le raisonnement complet, hein, parce que quand on commence à descendre, ça va vite, et effectivement, nous sur les recrutements qu'on fait, ça n'a jamais marché, quoi. On a des scores trop forts, quoi. On a des scores trop forts, et donc, ouais, ils vont, on voit. On est vraiment positionné par rapport au niveau d'études. On avait une question, si on ne fait qu'un seul test, profil pro ou profil vente? Ben, ça dépend de ce que vous attendez, de ce que vous voulez voir chez la personne. Voilà. Est-ce qu'on veut plus axer sur son profil commercial, son style commercial,
ou sur ses savoir-être, sa façon d'être. On a une question, peut-on orienter un commercial vers le marketing? Comment identifier si c'est un profil marketing pour le réorienter? Alors, on a des correspondances métiers qui sont présentées à la fin des tests, comme ces outils sont utilisés en bilan de compétences. Donc, on a des profils types, en fait, par fonction. Donc là, on vous dit toujours le comportement de la personne, donc sa façon d'être, est le même que celui des personnes qui exercent dans ce métier. Donc, c'est quelque chose qui pourrait lui plaire. Donc, ça permet de l'explorer, justement. Ouais, c'est une bonne piste. C'est une bonne piste. Après, toujours pareil, il faut partir de qu'est-ce que la fonction commerciale chez vous et qu'est-ce que la fonction marketing chez vous. Et donc, le profil, pour se dire, il faut pas être… Nous, quand on lit les tests, on n'est pas absolu, même si on nous dit il a un profil entrepreneurial, mais qu'est-ce que moi, j'ai besoin dans ce profil entrepreneurial pour tel type de poste? Parce que ça ne veut pas dire qu'un commercial qui a un profil entrepreneurial va demain s'en aller pour monter sa boîte en face de vous. C'est pas ça, il faut pas être si tranché que ça, hein. Donc, c'est pour ça que sur la notion de commercial marketing, bien sûr que les passerelles sont possibles. Ça se fait de plus en plus, même si en France, on a quand même une fâcheuse tendance à cloisonner un peu les métiers et on a du mal à faire basculer. Les nouvelles entreprises, les jeunes ou les néo-managers ont bien compris les passerelles et ont compris il y avait intérêt dans des périodes de pénurie à garder les bons éléments et quitte à les basculer sur un autre profil. Et ça, c'est du domaine du manager. Ça, c'est pareil. On pourrait faire un autre webinaire sur l'évaluation des managers et le comportement des managers à avoir pour faire grandir les collaborateurs. J'ai l'impression qu'on n'a plus d'autres questions. Alors, pour le jeu commercial, en fait, c'est une dimension qui a été évaluée dans le profil vente. C'est une dimension du test. Donc, elle n'est pas sur la plateforme directement, il faut regarder, enfin, c'est dans le profil vente lui-même, le test lui-même, que vous allez la trouver. Et j'ai l'impression, en effet, qu'on a répondu à toutes les questions. Alors, il y avait un commentaire par rapport au test d'intelligence émotionnelle où on observait souvent des scores élevés. Il a été standardisé, donc là, on retravaille un petit peu dessus, mais il montre une bonne sensibilité des résultats. Donc, ça permet d'avoir quand même une bonne évaluation des qualités de la personne. Sachant que c'est un domaine dans lequel on travaille de plus en plus. On voit de plus en plus de coaching dans ces domaines-là aussi. Donc, c'est ce qui se fait aussi dans les écoles. On a beaucoup de clients écoles qui utilisent ce type d'outils pour préparer leurs élèves à s'insérer sur le secteur professionnel. Ouais, on est clairement sur des profils relationnels. Ce sont, pour ceux qui connaissent toutes les théories autour de la PNL, ce genre de choses qui arrivent aujourd'hui et de manière assez grand public dans les fonctions commerciales. Et c'est normal qu'on aille sur l'intelligence émotionnelle parce qu'effectivement, on se retrouve face à des commerciaux, notamment dans les jeunes, très formés avec les mêmes bagages. Et donc, quand vous avez deux commerciaux l'un en face de vous, c'est lequel va faire la différence? Et on revient à cette notion d'intelligence émotionnelle, de soft skills, où on a plus de mal à les identifier. Si on n'a pas bien bossé au départ, c'est très difficile. Et les tests nous accompagnent pour identifier un peu les profils, faciliter un peu notre compréhension de la personne qu'on a en face de nous. Alors, Valérie Lejean nous demande à partir de quand le critère est significatif. Alors, si on parle des dimensions, en fait, alors significatif au niveau statistique, c'est une question de test statistique, donc ils sont tous significatifs. Ce qu'on peut dire par contre au niveau des facteurs, ils ont été standardisés, ça c'est valable pour tous nos tests. Supérieur à 7, c'est que la personne est à l'aise. Ou à une forte représentation de ce trait, c'est sur 10 les scores, et inférieur à 3, c'est que dans le cadre de l'intelligence émotionnelle, c'est que la personne ne sera pas à l'aise dans ce critère-là. Entre 4 et 6, on est dans une zone médiane, ça va dépendre du contexte de la situation. Si on parle du quotient en tant que tel, il n'y a pas cette notion de significativité. Il va se lire comme un quotient, comme un QI entre 85 et 115. On est dans la norme, donc ce qui est le plus fréquemment observé dans la population. Je vous en prie. Avec plaisir, Valérie. Je rappelle, Valérie est une de nos consultantes confirmées chez nous et donc elle vient aussi chercher de l'information comme quoi la formation continue tout au long, même si on a fait quelques sessions avec Central Test sur le sujet, quoi.
Écoutez, je crois qu'on a fait le tour, Céline, des questions. Merci à tous et à toutes de votre participation active, de votre participation. Merci Céline. Oui, aussi. Euh, mer- Et merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci à Leïla, que vous ne voyez pas, mais vous voyez apparaître un modérateur qui s'appelle Central Test. Et c'est Leïla qui est derrière tout ça et qui nous fait la gentillesse d'animer les débats, de gérer toute la partie technique, de tout gérer pour nous. Donc ça, c'est très gentil parce que ça a été vraiment très confortable. Donc merci. Merci beaucoup. Merci Leïla. Je crois qu'on peut. Merci à vous, oui. Et au revoir. Donc, on vous enverra le support. Au revoir, merci. Merci, au revoir.